Mais elle va passer, elle habite là juste à... Ouais, mais tu sais, le soir, j'avais vraiment le temps, je change et... Ça marche. Elle, j'y pense, début de semaine, elle passe. Les 4. Vous êtes combien? Non, je les offre à tout le monde. Avec ta constitution, là, Non, mais on boit 4 dans la soirée, mais en fait, je n'ai que des offres à tout le monde. Et après, ils... Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes 4. Qui ça? En tous les cas, vous étiez invité par quelqu'un ou pas? Comment? Vous étiez invité par quelqu'un ou pas? Je ne peux pas pouvoir vous recevoir, alors. Je suis désolé, pas ici. Bonsoir. Vous êtes combien? On est 4. Vas-y. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Tous les 4? 4, ouais. Vas-y, vas-y. Bonne soirée, par ici, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Excusez-moi, comme elle m'avait déjà prévenu, je peux pas la joindre parce que ça passe pas. Est-ce que vous me permettez éventuellement de descendre Non. pour la toquer? Non. Donc à ce moment-là, comment je peux faire? Je sais pas. Appelez-la, insistez. Bah, je tombe direct sur son répondeur, ça répond que ça reçoit pas. Il y a personne éventuellement pour m'accompagner? Non, monsieur, insistez pas, je pourrais pas essayer de voir avec elle. Elle ne peut pas la joindre. Hop là. Par ici, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. On est 8. 8, non, impossible. Je suis désolé. Je suis plein. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle, Nous sommes deux. vous venez rejoindre quelqu'un, mademoiselle, ou pas? Oui, notre ami Claudio. Ouais, je pensais qu'il était à l'intérieur. Qui ça? Ami Claudio. Non, Mike. Non, désolé. Pas ici. Bon, c'est pas possible. Non. Pas ici, s'il vous plaît. Monsieur, bloquez pas la sortie, s'il vous plaît. Merci bien. Je vous écoute. Bonsoir, nous sommes 2. Non, je pourrais pas vous recevoir, monsieur. Désolé. Pas ici, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous êtes tous à 3? Oui. Allez-y. Vous êtes invité par quelqu'un? Non. Je ne vais pas pouvoir vous recevoir, alors j'ai trop de monde à l'intérieur. Je suis désolé. Merci. Ouais. À bientôt. Au revoir. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous écoute. Vous êtes invité par quelqu'un, messieurs, mesdames, ou pas? J'ai pas entendu. Vous êtes invité par quelqu'un? Non, pas du tout. Je ne vais pas pouvoir vous recevoir, alors je suis désolé. Bonne soirée. Merci, au revoir. Vous allez manger, Bonsoir. Merci. C'est bon, tous les deux. Bonsoir. Merci. Bonsoir. On est venu hier en fait c'est pour rejoindre des potes. C'est Julien qui nous avait repassé quand on voulait. On a vu Julien hier soir. Allez-y, vous allez monter en haut Ouais, ok. et vous allez dire Pandore à l'entrée. Pendant, ok. Ok. Merci. Merci Mathieu, c'est ça? Ok. Pose ton sac au vestiaire. Ok. Bonsoir monsieur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes invité par quelqu'un, messieurs? Pas du tout. À 3 messieurs, je ne vais pas pouvoir vous recevoir, alors je suis désolé. C'est vraiment dommage. Désolé. Bonne soirée à vous. Au revoir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Bonsoir. Je vous écoute. Quoi? Il nous écoute. Je vous écoute. Vous étiez invité par quelqu'un ou Pas du tout, on connaît la boîte, c'est la troisième fois qu'on vient. Bah, si vous n'êtes pas invité ce soir, vu le monde que j'ai, je ne vais pas pouvoir vous recevoir. Je suis désolé. Ouais. Bonne soirée à vous. Putain, il faut le dire à Alex, Il y a 2 demoiselles que je ne veux pas dans notre groupe, c'est tout. Mais voilà, tu vois, c'est juste on vient un petit peu nombreux, on se prend, ça passe pas, tu vois, soit. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous proposais une solution, tu vois, de rentrer à 4. Vous êtes beaucoup. non, ouais, non, mais Ah. sur 6, voilà. C'est. Bah, je fais un pas vers vous, je vous fais rentrer à 4 et vous faites un pas vers moi, vous rentrez qu'à 4 et pas à 6. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça ne mérite pas une réaction véhémente comme ça, c'est pas la peine. Quoi. Voilà. Je vous écoute. Ça, on vient boire un verre. Vous êtes tous les 4? Ouais. C'est un grand groupe, je vous avoue. Comment? C'est un grand groupe et j'ai déjà beaucoup de monde à l'intérieur. C'est vrai? Ouais, je préférais que vous rentriez à 2, à vrai dire. 2 par 2 ou 2, que 2? pour l'instant 2. Ah ouais, bah non, on est solidaires. Désolé. C'est Bonne vrai, soirée on à peut vous. pas rentrer à Non. 4.
La queue est ici, messieurs, dames. Bonsoir. Vous êtes combien? 4. 4, ça c'est trop. J'ai trop de monde à l'intérieur. Je peux vous faire entrer à 2, mais pas à 4. Nous, on a 3. On est attendu par quelqu'un à l'intérieur déjà. Bah, ce sera toutes les deux, quoi qu'il arrive. Vous connaissez Alexia? Quoi qu'il arrive, ça sera toutes les deux. Voilà, mademoiselle, je vous écoute. On est 3 filles. D'accord, vous êtes invitée par quelqu'un, mademoiselle, ou pas? Marina, mais je sais pas si elle est là. Merci. Allez-y. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je suis avec le monsieur qui est là-bas. Ouais, mais non, vous êtes 3. Vous êtes 3, vous rentrez à 2. Dans les 3, il faut. Ouais, mais une demoiselle. Et puis en même temps, si vous voulez faire mon boulot, vous avez qu'à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est 2. C'est 2. Puis cette réflexion-là, vous la gardez, vous rentrez à 2, vous rentrez pas. Voilà. Ok? Mais qui a rapport entre rentrer à 2 à 3? Non, allô, 2. Vous et monsieur, ou vous et monsieur, c'est tout. On peut rentrer en 2 groupes? Non? Non? 2. 1, 2, vous savez? 1, 2. Oui, 1, 2, mais voilà. 2 groupes. Non, un qui rentre, un qui rentre pas. Bon, on arrête. Allez, hop, c'est pas possible. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux? Ouais, on est tous les deux. Ça va mieux, tonton? Un petit peu, oui. Tu m'as toujours pas appelé? Bah non, pas encore. Il serait temps, ouais. Messieurs, tous les deux? Attends, Ah, attendez une petite seconde. Le temps que l'entrée se débouche. Ça va? Bien, et toi? Ouais, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Tu penses qu'il va taper depuis 2 ans, Julien? Monsieur, s'il vous plaît. Je peux accueillir? Je suis avec un mec à l'intérieur, je suis avec un habitant. Mais c'est qui, monsieur? On s'est pas parlé tous les deux encore. Bah, je vous ai dit bonsoir 2 fois, vous m'avez pas calculé, donc en même temps... c'est pas vrai. bah si. Très poli comme garçon. Alors, c'est qui votre habitué, là? Franck Ducré. Bah, appelez-le, que je vois qui c'est. Et puis... Mais j'ai pas son numéro. Ah, bah, vous n'êtes pas avec un habitué. Ah non, c'est pas vrai. Tu fumes de là. C'est le monsieur qui est juste là en fait. Mets-toi loin par contre, mets-toi loin. C'est le monsieur en fait. Excusez-moi monsieur, est-ce que c'est possible de... Enfin, si ça vous ennuie pas, bien sûr, de faire rentrer la personne? Bah oui, monsieur, c'est monsieur là? C'est le monsieur en question, ouais. Monsieur, c'est pas un habitué, quoi. Non, je sais, mais... Non, mais c'est un autre pote en fait. Allez, soyez sympa, s'il vous plaît. Non. Bonsoir, mademoiselle. Non, c'est non. Monsieur a dit non. Je ne sais pas, il a ses raisons. On prend toujours des bouteilles. Je n'en sais rien, moi. Il a dit non, il a dit non. Non, mais j'aurais juste... Patrick, j'aurais juste savoir pourquoi. Parce qu'on prend toujours les bouteilles et on mange ici. Je ne sais pas, c'est lui, ses raisons. Non, mais juste une bonne raison, parce qu'on est clients. Je ne sais pas. Patrick, juste une bonne raison et on part. Mais c'est pas moi de donner la raison, c'est pas moi qui t'ai dit non. Ah, mais attends, tout l'argent que j'ai dépensé ici, j'ai au moins dépensé quelques milliers d'euros. Enfin, ça me faisait quelques loyers. Nous, on fera. Tu veux pas laisser rentrer là, il y a une table là. Hein? Non, enfin, Ah, non, si, bah, moi je veux pas, mais vas-y. Enfin, c'est parce que c'est des copains du patron, puis ils ont lâché quand même pas mal de thunes, tu vois. Je sais bien, mais ils arrivent à 15, je leur ai fait rentrer plein de potes, tout, tu vois. Plein, honnêtement, plein. Donc moi je veux bien jouer, mais vas-y, j'ai pas de problème. Hein. Si on prend des mecs comme ça, pas de problème. Vas-y. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je préfère que tu le fasses toi, parce que moi je... Non, mais si, fais-le. C'est bon. Vas-y, Pat, c'est bon, Pat. Vas-y. Hop là. Je veux pas. Non, parce que... Ouais. Ah d'accord. Outfit et comportement, je vous trouve pas super cool. J'ai l'impression que vous venez de changer une roue, je vais être très clair avec vous, je vous le dis. Vous avez une dégaine. Moi, je m'habille comme ça pour réparer mon scooter. Et vous n'êtes pas cool en plus. Donc voilà, vous avez des amis qui sont... Vous avez de la chance d'avoir des amis, c'est tout. Quoi. Voilà. Pour moi, vous n'êtes pas les bienvenus. On est désolé. Allez-y. Sachez que moi, pour moi, vous n'êtes pas... Ah non, il n'y a pas de patte blanche, elle est sale, votre patte. C'est pas moi qui vous accueille. Pour moi, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est vos amis et le directeur qui vous accueille, c'est pas moi. Allez-y. Vous n'avez pas à l'être, hein. Restez sur votre ligne de conduite, qui est crade d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ils sont pas cool, ils ressemblent à rien. Vous avez vos pièces d'identité, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette acide pop de rentrée autour des films de Virgile. Donc là, on a vu un extrait de Pandore, parce que le titre n'était pas indiqué, vous avez vu les premières minutes du film. Et donc, Pandore, c'est un court-métrage documentaire que tu as réalisé quand déjà, Virgile? Je pense en 2010, je dirais. Ouais. Et
Donc tu avais déjà réalisé des longs métrages avant celui-ci, et les longs métrages que tu avais réalisés, ils appartenaient au genre documentaire. Tu avais fait Chronique de 2005, que tu avais réalisé seul, après tu as fait 2 films sur la police avec Ilan Clipper, Flic et Commissariat. Et c'est intéressant puisque dans ton parcours, tu as commencé par... mais en même temps, tu n'as pas arrêté puisque tu continues d'alterner avec des formes qui sont plus directement des documentaires et des formes qui sont plus des formes de fiction. Mais on va dire qu'au début, tu as commencé par ces films-là dans des formes documentaires d'un cinéma très direct, très brut, avec très peu d'effets. Et Pandore, c'est peut-être parmi tes films celui qui propose le dispositif le plus dépouillé, le plus simple et et on va dire le plus directement documentaire, puisque tu t'es posé avec une caméra devant l'entrée d'une boîte de nuit, avec ce personnage incroyable de Mathieu, le physionomiste. Et tu as suivi, du coup, sur plusieurs nuits, lui en train de travailler avec les vigiles qui l'accompagnent sur le manège des clubbers, des gens qui essayent de rentrer dans la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de quelques choix de plastique assez précis et assez clairs, en fait, cette réalité, cette situation documentaire très brute, elle accède à une autre dimension. Et comme là, l'intitulé de cette acid pop, on a décidé de le faire autour du rapport qu'entretiennent tes films avec les mythologies, les contes de fées, des choses qui relèvent du fantastique. Ce film-ci c'est une bonne porte d'entrée, dans tous les sens, sans faire de jeu de mots, pour aborder cette question, puisque justement ce travail sur la forme, il fait penser immédiatement aux tapisseries du Moyen-Âge, avec cette manière d'aplatir comme ça les silhouettes, les personnages qui défilent à la queue leu devant cette porte. Est-ce que tu peux, à partir de ce choix-là, très précis de mise en scène sur ce film-ci, raconter un peu justement ton rapport à ces images de référence, à cette imagerie, cet imaginaire, pour aborder ton approche du réel? Oui, déjà, je voudrais juste revenir sur Pandore par rapport à d'autres films que j'ai fait avant, parce que au début, quand j'ai commencé à faire des films, j'avais quand même pas une évidence sur la forme du réel brut, et c'est pour ça que je suis pas non plus à l'aise avec le mot documentaire ou fiction qui sont... C'est pas des catégories avec lesquelles je pense, vraiment sincèrement. Et j'ai commencé à faire des films où je filmais des gens très proches de moi, des gens que j'avais connus et que je mettais ensemble dans un récit. Et j'avais des images en tête, c'est effectivement venu beaucoup de la Bible ou de récits anciens ou d'images fortes comme celles que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui, et qui m'inspiraient, et je voulais retrouver ça dans le réel contemporain de ce qu'il y a autour de moi, du monde dans lequel j'ai grandi, des gens avec qui je passais du temps. Et puis, à un moment, j'ai senti qu'il fallait aller plus franchement, me débarrasser complètement de certains trucs de cinéma, après avoir fait 2-3 films comme ça, plus ou moins longs. Et je suis allé vers la radicalité d'une forme vraiment purement, sans aucun effet, juste une sorte de volonté de faire que des plans fixes, comme j'avais un fantasme que un plan fixe c'est comme une fenêtre, vraiment, sur le réel, un découpage très précis où on peut faire un cadre parfait et guetter, attendre, voir ce qui se passe. Et j'étais dans un fantasme comme ça. Et ça a été très fort aussi quand j'ai travaillé avec Ilan Clipper, qui est quelqu'un avec qui on a réalisé les 2 films sur la police, où on avait vraiment envie d'aborder le monde de la police avec une froideur et une distance et une sévérité comme ça, très très cadrée. Et on filmait comme ça des longs plans, en laissant tout hors champ, en se concentrant que sur un détail qui était symbolique, symptomatique, ou qui racontait en 1000 fois mieux toutes les tentatives de faire des champs contre champs dans tous les sens. Et après avoir fait, on a passé presque 2 ans et demi, 3 ans dans le monde de la police, en revenant en Île-de-France, Paris et sa banlieue, on était frappé par ce qui se passait dans une boîte de nuit, par exemple, parce que c'était, on était très empreint comme ça de cet imaginaire de la police qui fait la circulation, qui dicte des codes de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on était un peu surpris comme ça en redécouvrant le Paris des années 2000, début 2010, des codes de ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter,
rentrant dans une boîte de nuit. Et ça paraissait aussi sévère et, quel est le mot exactement, codifié que d'autres pratiques qui alors qu'en apparence ça paraît libre et débridé, c'était très très... Enfin, c'était fou quoi en fait. Et on regardait ce physionomie sans très bien comprendre quels étaient les critères qui étaient à l'œuvre pour laisser ou pas rentrer quelqu'un. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai choisi ces images aussi parce que j'ai à cœur, en filmant, de faire comme des tableaux où tout est aplati. Par exemple, je ne suis pas attiré par les effets de cinéma, style profondeur de champ, où on a un personnage net et derrière lui c'est flou. J'aime beaucoup filmer de loin, être très zoomé pour écraser tout et que, comme dans les tableaux du Moyen-Âge, un petit bonhomme soit aussi grand, voire plus grand qu'une maison, qu'un château, et que ces décalages d'échelle, très comme dans l'art naïf aussi, pour moi c'est très beau, c'est bouleversant, ça en dit beaucoup sur l'émotion que peut provoquer certains rapports au réel, et voilà, et donc avec la vidéo d'abord, c'est-à-dire des caméras un peu amateurs, volontairement de basse qualité, en tout cas c'est ce que j'avais à l'époque. Je cherchais pas à faire pauvre pour faire pauvre, hein, mais c'était les mini DV que j'avais au début quand j'ai commencé à faire des films. Voilà, il y avait quelque chose qui ressemblait pas à l'image cinéma que j'avais l'habitude de voir. Elle était granuleuse, elle était basse def, elle était pleine d'imperfections, mais je la trouvais plus émouvante que des images très calibrées et très, très lisses des caméras de l'époque. Et puis, voilà, pendant presque 10 ans, j'ai fait des films avec l'image vidéo, et puis à un moment, j'ai eu envie, et c'est peut-être une transition pour l'extrait qu'on va voir, mais d'aller vers la pellicule, qui a correspondu aussi, au 16 mm, qui a correspondu à l'envie d'aller plus me libérer maintenant des contraintes du documentaire, comme on dit. Qu'est-ce que c'est ce que j'appelle les contraintes du documentaire? C'est juste la dette qu'on a vis-à-vis des gens qu'on filme. L'engagement moral, où on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut, parce qu'on se doit de respecter leur vie privée. Et je sentais que je forçais un peu, je poussais un peu les gens à donner un peu plus, et j'étais frustré parce que naturellement les gens sont pudiques et n'ont pas, en tout cas les gens qui m'intéressaient, n'avaient pas envie de se livrer trop. Et je me suis dit à un moment, tiens, je suis bloqué, ça fait maintenant 5, 6, 7 films que je fais purement avec la forme de captation du réel, avec cette caméra fixe comme ça, et j'ai eu envie d'écrire un peu plus pour pouvoir raconter des choses que je ne pouvais pas demander aux gens de faire et combler un vide, un trou. Et c'est vrai que tout de même, par exemple, même dans ce registre documentaire, enfin, là, de captation très directe, très pure, avec pas d'écriture préalable, pas d'inscription dans une fiction, il y a tout de même un personnage très fort, là, par exemple, dans Pandore qui émerge, ce personnage de Mathieu, qui est dans l'exercice de son métier, dans une forme de représentation et dans une forme de mise en scène de l'autorité, de mise en scène d'un arbitraire pur qui est relativement impénétrable, et c'est assez irrésistible de voir, enfin moi ça me fait toujours le même effet dès le début du film quand il dit non à un groupe de 4, et il y a le même groupe de 4 qui arrive derrière et il dit oui, et on ne comprend pas quelle est la différence, et on voit que c'est un jeu entre à la fois quand même des codes, des choses qui doivent avoir à faire avec le flux des gens qui rentrent, qui ne doit pas être trop massif, il doit laisser sortir des gens et tout ça. Donc il faut dire oui, il faut limiter le flux, et en même temps des critères esthétiques, des critères de coolitude ou pas. Et puis à des moments, et c'est ça aussi qui est touchant dans le film, et on le voit un petit peu là dans les quelques minutes qu'on a vues, qu'il y a aussi des choses personnelles, quoi, qui le piquent lui dans son image, de la respectabilité, du respect de certaines normes, de certains codes et tout ça. Et ça rend le personnage assez complexe et assez profond et assez émouvant. Et en même temps, ça devient aussi déjà une figure, une icône qui renvoie à une forme de mythologie, à une espèce de un gardien de la porte, un personnage qui est là, qui comme un sphinx, qui pose un cerbère, qui pose des questions, qui pose des énigmes, ou juste qui garde la porte et qui ne laisse pas n'importe qui rentrer. Et c'est assez saisissant dans ce film de voir que quand même si
il y a pour le moment peu d'écriture, peu d'ajouts de ta part, ou peu de direction en tout cas qui lui serait donnée. Il y a quand même déjà un renvoi, quelque chose qui décolle un peu quand même du réel brut. Totalement. Et ce que je cherchais, c'était vraiment de capter toutes les choses les plus occultes, les plus étranges, les plus sociétés secrètes qui se passent même dans un milieu aussi en apparence superficiel et peu habité par la mystique et le religieux qu'une boîte de nuit. Mais c'est lui qui a inventé ce mot Pandore comme mot de passe ce soir-là pour accéder à la salle VIP du premier étage. Et je ne sais pas pourquoi il y en a qui avaient le droit à y aller et pas d'autres et tout. Et je crois que vraiment, si on prend le temps de regarder les choses, il y a cette forme d'irrationnel et d'occulte qui est partout dans nos vies quotidiennes, sur des détails qui paraissent dérisoires, qui vont de notre superstition, notre envie de jouer au jeu d'argent, jusqu'à l'astrologie et tout. Enfin, toutes ces choses de bon marché mais qui comptent pour nous, qui nous donnent un peu l'impression qu'on a une maîtrise sur le monde, me touchent beaucoup et permettent des récits très intéressants, je trouve, pour un film de fiction avec un argument très simple, quoi. L'irrationnel, quelque part, c'est le début de la fiction, en fait. Et Mathieu, dans sa manière de transformer une situation du réel avec, juste par sa volonté, sa parole, ça amène aussi quelque chose, et ça, on va le voir, c'est très important dans 100 000 milliards, le film qui va être projeté après notre discussion, mais ça traverse dans tous les films, c'est certaines propriétés de la parole, ou plutôt certaines modalités de la parole, certaines modalités d'expression, qui vont, qu'à un moment donné, une phrase, une suite de phrases, une suite de mots, aussi produit en elle-même quelque chose soit d'hypnotique, soit de fantastique, soit en tout cas qui crée déjà une porte d'entrée, un accès à autre chose, quoi, aussi. Et peut-être sur ce, on peut lancer, il y a un exemple de ça dans l'extrait qu'on va voir de Mercurial, donc, qui est ton premier long métrage de fiction, pour le coup. Premier long métrage financé avec pas mal d'argent, et peut-être je te raconterai après. Ouais, voilà. Qui est aussi un film acide, je reste. On a des issues de secours au niveau du niveau 0. S'il y a une évacuation au niveau des étages, nous, on peut savoir si les issues de secours sont déverrouillées ou pas. Et c'est la chose la plus essentielle dans notre établissement, c'est l'évacuation. Tu vois la caméra 1, il y a une porte ouverte. Et c'est cette porte qu'on trouve juste à l'extérieur pour accéder au niveau des tours. Si on a un feu au niveau du 20e étage, tour Ponant, les ascenseurs ne s'arrêtent pas au 20e tour Ponant. Ils s'arrêtent soit au 19 ou au 21e. Et si il y a des personnes qui font du boucan devant les bâtiments, on est censé intervenir. On a une interdiction d'intervenir en dehors du site. Pour nous, toutes les portes sont verrouillées. On n'a aucun droit d'ouvrir aucune porte qui donne accès à l'extérieur. Et pendant les rondes, on est toujours tout seul? Oui, la nuit, on est toujours tout seul. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Où ça? Caméra vite. Dis-moi, Damien et Marlène, vous pouvez vérifier si... Ouais, et d'essayer de les dégager vers l'extérieur. Est-ce que tu sais te battre déjà? Oui. Ah bon? Si quelqu'un vient t'attaquer par derrière, comment tu vas faire? Écoute, je sais me défendre. J'ai déjà eu à me battre plusieurs fois, donc... À te battre en bande ou tout seul? Parce que tout seul, c'est pas pareil. Imagine-toi, t'es en ronde dans une des deux tours. Là, il y a un mec qui arrive et qui t'attaque par derrière. Comment tu fais? Sachant qu'il fait noir, comment tu vas faire pour te défendre? Les gens ils vont arriver, ils vont t'étrangler comme ça, comment tu vas faire? Il va te prendre le bras, il va te faire un balayage comme ça, tu vas faire quoi? Il va te pousser comme ça, tu vas faire quoi? Hein?
est-ce que tu sauras riposter? Ouais, je saurais. Vas-y, mets-moi le couteau. Tu bloques, tu fais un prise d'épaule. L'épaule, c'est un aguet. Tu vois? Et là, tu peux enchaîner sur un giga main pied droit. Par exemple. Tu vois? Vas-y. Viens m'agresser par derrière. Un coup dans le ventre. Ça. Je te bloque les bras comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, s'il faut que tu l'étrangles, tu l'étrangles. Tu ne laisses pas partir, tu le gardes au sol. Jusqu'à qu'il abandonne. Tu vois ce que je veux dire? Et puis si tu faut que tu lui mettes les doigts dans l'œil, tu lui mets les doigts dans l'œil. Tu vois? Et s'il faut que tu le remettes encore, tu le remets. Apollon, Bacchus, Minerve, Déméter, Mars, Mercure, Neptune, Héraclès, Junon, Diane, Saturne, Clio, Vénus, Apollon. Un extrait de Mercurial qui est un peu plutôt qui est pareil au début du film, c'est avant l'apparition des personnages principaux qui sont des personnages féminins. Là on découvre un jeune homme du coup qui c'est la première nuit de ronde, il est gardien. Et là il y a plusieurs choses à dire déjà. Tu as évoqué par rapport à l'extrait précédent, Virgile, que tu as commencé à travailler avec des caméras HD, des caméras DV, avec un rendu d'image particulier, assez basse def, assez pauvre en tout cas, avec certaines imperfections. Et là, c'est ton, je sais plus, Marius, ton premier film tourné en pellicule. J'ai fait juste avant le film Andorre. La pellicule, c'était la première fois que je faisais. Ouais. C'était un peu pour essayer justement avant de faire Mercurial. Et ouais, du coup, c'est les premiers films que tu tournes en pellicule, et après tu vas en tourner beaucoup comme ça, notamment tes 2 longs métrages de fiction qui ont suivi, Sophia Antipolis et 100 000 milliards. Et déjà pour commencer, peut-être dire ce qu'apporte pour toi ce support-là de prise de vue. Je pense que justement au moment où j'ai voulu sortir un peu de la captation pure du réel, j'ai eu l'impression que j'avais envie de raconter des choses qui pouvaient vraiment évoquer, puisque les mots de conte sont au centre de ce soir, enfin, cet imaginaire qui mélange à la fois des souvenirs de rêve, des visions un peu qu'on a quand on prend des drogues, une manière de rendre presque abstrait le réel d'aujourd'hui.
de le sublimer dans une sorte de voile un peu magique où ne resterait que des impressions. Et j'ai eu l'impression, tout en demandant à tous les personnages, acteurs de mes films, de se comporter le plus naturellement possible, le plus trivialement, enfin en tout cas comme ils sont, de les amener dans ce projet, que eux, tout en restant eux-mêmes, participent à une grande histoire. Une grande histoire comme ça qui viendrait du fond des temps et qui aurait besoin de ce support pellicule comme ça pour sublimer ce réel et les sublimer, les transformer en icônes et montrer tout ce qu'ils ont de beau fois 1000. Ouais. Et oui, puis après aussi, il y a une opération chimique dans matériellement, très concrètement, quoi, dans l'utilisation de la pellicule, quoi. Donc ça amène aussi quelque chose, ça amène aussi des propriétés particulières à l'image, et du coup à ce qu'on montre. Oui, surtout quand j'ai fait le film Sophie Antipolis, où j'étais vraiment obsédé par le soleil, et comment éventuellement le soleil pouvait faire des choses étranges, parce qu'il était capté par la pellicule et la chimie, et jusqu'à brûler la pellicule, jusqu'à déborder, baver. J'ai l'impression que ces miracles, imperfections, la pellicule savait en faire quelque chose de terrifiant et de très beau, et qui pouvait donner l'impression que très simplement quelque chose de brûlant pouvait arriver. Et là aussi, bon, là pour le coup, là tu choisis pour incarner les personnages de ce film des personnes qui ont soit pas du tout d'expérience de jeu, de rapport avec la caméra, soit qui en ont un tout petit peu ou à peine, et tu choisis tu les choisis parce qu'ils ont un charisme, des qualités de présence, même dans leur vie réelle, des professions, des fonctions qui les rapprochent de ce qu'ils ont à incarner. Et là, par exemple, et en même temps, là, il y a de l'écriture, il y a de mise en situation. Et là, exemplairement, dans cet extrait, l'échange entre ce jeune homme et cette jeune femme qui elle, travaille dans la sécurité qui a adhéré au métier et qui le bouscule, se moque gentiment de lui et puis le provoque un petit peu sur le fait qu'il n'a pas d'expérience, sur le fait qu'il est frais, qu'il est nouveau. Cette seule interaction-là, elle crée du jeu et elle crée aussi des rapports et des représentations qui décalent déjà beaucoup de ce à quoi on s'attendrait dans une fiction par rapport à ça. Je pense que les gens sont moins clichés que dans les films de fiction, en fait. C'est pour ça que je préfère filmer des gens tels qu'ils sont et leur demander de jouer dans mes films plutôt que de demander à des acteurs professionnels d'apprendre à faire quelque chose. Parce que, et moi, j'ai qu'une vision limitée du réel, et je peux demander à quelqu'un de faire une prise de judo, de karaté, alors que je ne sais même pas faire du karaté. Alors je préfère demander à cette Marlène, qui est prof de karaté, de faire vraiment des vraies prises. Voilà, c'est toujours plus saisissant, plus vrai, plus étrange, plus là. C'est là sans fantasme, c'est là, et après à moi d'agencer ça par le montage et par la prise de vue. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui font des choses incroyables dans le monde aujourd'hui, et que c'est trop beau de leur donner, de les faire entrer dans son univers. Enfin, j'essaie de faire entrer des gens dans mon univers quand ils acceptent, et ça m'intéresse plus que effectivement demander à des gens dont c'est pas la vie d'apprendre à faire quelque chose. Puis je suis pas capable d'écrire des dialogues. Je me sens pas capable d'écrire des phrases qui sonnent justes. Dès que j'écris des phrases, j'ai l'impression que ça fait c'est pas vrai. Alors que quand quelqu'un parle, en tout cas, malgré la gêne, malgré plein de choses qu'une personne qui n'est pas habituée à être filmée peut avoir, il y a quelque chose qui se passe qui est très beau. Et autant je suis pas religieux et j'ai pas beaucoup de croyances dans une transcendance, autant je crois vraiment au miracle de la vie et de la beauté du monde, des gens, des choses, et que le cinéma, s'il peut le célébrer ça en le captant, en essayant de le capter et de le mettre dans une histoire pour que tout ça s'agence et avance ensemble, je serais content, j'aurais l'impression d'avoir réussi à faire quelque chose que je veux faire. Il y a aussi un autre élément, on en avait un petit peu parlé pour préparer cette soirée,
t'as moins quelque chose, en repensant à tous tes films et surtout à 100 000 milliards qui m'est apparu très très fort, c'est que tu t'attaches, notamment dans les films plus écrits, où il y a un rapport un peu plus franc à la fiction, à mettre en scène des personnages de jeunes garçons, de jeunes hommes, qui ont un rapport qui sont pas du tout dans des codes de représentation virils, qui vont pas être des personnages très affirmés, qui vont être plutôt des personnes réservées, calmes, voire timides, et qui vont être beaucoup plus, qui vont avoir une espèce de candeur, de naïveté, qui les rapproche aussi du coup de personnages de contes, quoi, dans les contes traditionnels de toutes les cultures, fourmis de personnages, de jeunes héros qui partent à la conquête de quelque chose, qui partent découvrir le monde avec toute leur pureté, toute leur naïveté, toute leur innocence, et puis qui vont vivre des aventures, qui vont perdre leur innocence ou quelque chose comme ça. Et c'est quand même quelque chose d'assez singulier et d'assez intéressant, quoi, comme approche aussi pour écrire des personnages et pour chercher des gens pour les incarner. C'est vrai, je ne sais pas trop quoi rajouter à ce que tu as dit, mais j'adore les hommes qui sont pris dans des contraintes où à la fois ils doivent être des soldats, un peu comme l'extrait qu'on avait dans Mercurial, et incarner la virilité et tout ça, et en même temps qu'ils ne sont pas du tout ça, et du coup ils sont... c'est drôle, je trouve ça drôle, je me reconnais en eux, je reconnais mes amis en eux, et j'ai envie de me moquer aussi de toutes ces contraintes, enfin ces injonctions qu'on fait aux hommes. Et à contrario, j'ai eu à cœur de montrer plutôt effectivement des femmes hyper puissantes, inspirées de figures de sorcières et de princesses et d'Amazones, etc. Enfin de femmes qui partent à la conquête du monde, qui détruisent les choses, qui cassent, qui prennent possession des choses, quoi. On peut peut-être du coup passer au dernier extrait, qui n'est pas un extrait pour le coup, qui est un film très court que tu as réalisé, qui s'appelle Mériadec, et qui a été assez peu vu, puisque c'était une bande-annonce que tu avais réalisée pour un festival de cinéma, mais qui sous la forme d'un court-métrage, quoi. Oui, c'est un festival qui m'a proposé de faire une bande-annonce, et je me suis dit autant faire un vrai film, et du coup avec l'argent, j'ai fait un petit film très court, ça dure 6 minutes, et je suis content de le partager avec vous, et voilà, c'est le seul film en entier qu'on voit. Là, il me demande de tirer. Du coup, je panique. J'appuie sur la détente. Ça tire de partout. Non. On voit pas. Là, on voit pas. C'est déjà comme ça. Jamais on dit c'est pour ça, je crois pas du tout.
J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Bah là, la princesse, elle apparaît. Oui, là, je suis frontalement inspiré du conte de Réponse, le fameux conte de Grimm. Voilà, et puis ça s'est mélangé à une période, bizarrement c'était avant le Covid, mais où l'ambiance sécuritaire montait, puis on recevait des messages parfois de l'État qui nous disaient de faire des choses. J'ai l'impression que tout ça se mélangeait hyper bien entre le conte de Grimm et les réalités de l'époque, 2018. Et puis en plus, voilà, il y a Garance Marié qui est actrice. C'était l'occasion, on s'était rencontrés, et je lui ai dit, je veux faire un film où c'est toi, et je ne vais même pas rencontrer qui est ta petite amie en ce moment, et je voudrais que ce soit elle qui joue dedans. Et je l'ai rencontrée vraiment genre 3 jours avant, celle qui a la longue chevelure blonde, et Laure Després. Et je sais pas, j'avais envie de parier sur elle. Voilà. Et on a juste fait les essais, les coiffures. Et il y avait ce décor, ce coin-là, qui n'est pas du tout à Mériadec, qui s'appelle Mériadec parce que c'était à Bordeaux que le festival m'a commandé ça. Mais en fait, c'est en banlieue parisienne. Et ouais, je sais pas, j'ai eu la chance de pouvoir juste filmer un rêve ou un cauchemar comme ça que j'avais, qu'un jour il y a un couvre-feu. J'avais peur qu'il y ait un couvre-feu, et quand c'est vraiment arrivé pour de vrai, comme en 2005 et comme à l'époque de la guerre d'Algérie, à nouveau, c'est arrivé. Ça me fait très peur, les couvre-feux. Oui, et puis là, pour le coup, là, dans ce petit court-métrage-là, qui est de 2 minutes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont concentrées, et notamment parce que tu viens d'évoquer un rapport aussi à du contemporain, mais à des signes, à des événements, à des mots, à des choses qui sont là, qui font partie aujourd'hui du quotidien. Tu parles de sécuritaire. Dans les 3 extraits qu'on a montrés, il y a des figures à chaque fois qui incarnent l'autorité, la préservation de l'ordre, la sécurité, quoi, et qui sont là, qui sont présentes, et c'est difficile aujourd'hui, on se dit, quand on y réfléchit un petit peu, de ne pas l'inclure, que ça ne fasse pas partie des récits, que ça ne fasse pas partie des fictions, puisque c'est là, c'est présent, c'est dans la rue, c'est partout. Et puis comme tu dis, aujourd'hui, maintenant, il y a des menaces, ou des inquiétudes plutôt, des nationales, mais des inquiétudes qui planent, comme de voir revenir des couvre-feux, les états d'urgence, déclaration d'état de guerre, ces choses-là qui ne sont pas anodines évidemment, et qui impactent l'état des choses, les espaces mentaux aussi des gens, et puis ça finit par se mélanger à tout un tas d'autres choses, tout un tas de référents. Et toi, tu le greffes aussi à des mythologies plus anciennes. Et tout ça fait retour, quoi. Ça fait retour, ça bouillonne, ça fabrique une espèce de chimie, comme ça. Et ça fait des jonctions, comme ça, des croisements. Ouais, milice d'État, milice officielle, société de contrôle. Une époque, Vigipirate très fort à Paris, partout, enfin dans toute la France. Des militaires qui savent pas quoi faire, du coup on les transforme en soldats des gares, en soldats des rues, soi-disant pour rassurer, alors que tout le monde est un peu impressionné par des gens avec des kalachnikovs et tout. Et étonnement face à ça. Et voilà, peur des milices, ça me rappelle des choses aussi que j'aime pas dans l'histoire.
Et en même temps, on vient demander à des gens qui viennent de milieux très très défavorisés, voilà, de s'engager dans l'armée, d'être des patriotes. On peut comprendre aussi que pour certains c'est une sécurité financière et peut-être certains se posent moins de questions politiques et acceptent facilement. Quand j'ai passé 3 ans avec la police, j'étais étonné de voir aussi que beaucoup de gens qui voulaient entrer dans la police venaient éventuellement de citer. C'était pas du tout que des franco-français à l'ancienne patriotes. Et voilà, étonnement autour de ça que j'aurais aimé dans le film. Ouais, le réel est ce que tu disais tout à l'heure, en parlant des gens que tu rencontres et que tu veux filmer, le réel est toujours plus étonnant, il y a plus de ressources, et il y a plus de mélange, et de friction, et de choses improbables, absurdes, ou surprenantes, quoi, qui adviennent, qui arrivent. Et puis aussi tu travailles aussi sur un peu des aberrations esthétiques, notamment dans le choix des espaces que tu filmes. Là, tu as évoqué un autre de tes courts-métrages qui s'appelle Andorre. Et là, vous allez voir, dans 100 000 milliards, ça se passe dans la ville de Monaco. Et il y a tout un travail sur la ville en elle-même, sur les devantures, en plus c'est la période de Noël, donc ça se colore encore d'autres choses. Et tu es aussi attiré dans tes films par ça, par aussi concrètement, qu'est-ce qu'on met dans l'espace public, qu'est-ce qu'on construit comme architecture, qu'est-ce qu'on construit comme bâtiment. La vie mercuriale dans le film éponyme, il y a et tout ça en fait c'est là, c'est présent, il n'y a pas besoin et si on les regarde d'une certaine manière, ça fait déjà ressortir aussi quelque chose d'un peu surnaturel, quoi, ou d'étrange en tout cas. C'est sûr, et aussi on sait que ça nous influence. Grandir face à des bâtiments, évoluer dans des énormes esplanades vides, avec des bâtiments impersonnels, tout ça crée un sentiment chez l'individu, et du coup, en filmant les villes, c'est bien sûr le côté peinture comme ça que j'adore, mais c'est aussi quel sentiment de vide, et puis comment ça peut faire peur un bâtiment aussi, et l'architecture fasciste a réussi grandement à faire ça, et comment les banlieues parisiennes ont été construites sur des modèles, les banlieues de France, sur des modèles comme ça, douteux, et ouais, l'habitat ça compte, c'est le care, c'est ce qui fait qu'on est bien ou pas chez soi, dans son quartier, et comment on s'adapte à un quartier où on doit vivre. Toutes ces choses-là, je trouve qu'elles sont... c'est puissant quand c'est montré dans un film. Ouais, sur ce, on va vous laisser maintenant avec 100 000 milliards et rencontrer les personnages du film et la ville de Monaco en période des fêtes. Merci beaucoup.